Welcome to Ma'al Maghrib, Min Washington. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous abordons cette semaine le sujet des assemblées annuelles 2023 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont déroulées du 9 au 15 octobre à Marrakech. Ces assemblées ont constitué l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et des pays du Sud. Nous aborderons également le discours de l'ambassadeur Omar Hillel devant la 78e Assemblée générale des Nations unies. La ville de Marrakech vient donc d'abriter les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, marquant le retour de cet événement en Afrique, 50 ans après sa tenue à Nairobi, la capitale du Kenya. Ce rendez-vous était l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et des pays du Sud. Il faut rappeler qu'au cours du dernier quart de siècle, le Maroc a accueilli de grands forats et conférences de dimension internationale. Ainsi, le Forum mondial de l'eau a eu lieu à Marrakech en 1997, la ville ocre a également accueilli la COP 7 et 22, ainsi que le 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat. En 2014, le Maroc a organisé la 2e édition du Forum mondial des droits de l'homme. En 2018, la 13e conférence internationale des institutions nationales des droits de l'homme et le 11e Forum mondial sur la migration et le développement. Enfin, 2022 a vu se dérouler dans le Royaume le sommet des affaires Afrique-États-Unis. Concernant notre second sujet, l'ambassadeur Omar Hillel a déclaré devant la 78e Assemblée générale des Nations unies que l'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume, est la seule et unique solution aux différends régionaux artificiels autour du Sahara marocain. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui les invités suivants. Avec nous via Skype, Ilan Berman, le premier vice-président de l'American Foreign Policy Council, qui est basé à Washington, D.C. Ilan Berman est également expert des questions de sécurité régionale au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans la Fédération russe. Avec nous également depuis la Virginie, le docteur Aboubakr Abi-Soror, qui est professeur d'économie à l'université de Georgetown. Ancien fonctionnaire de la Banque mondiale pendant 30 ans, il a effectué de nombreuses missions internationales au service de cette institution dans plus de 50 pays. Aboubakr Abi-Soror a animé plusieurs séminaires économiques pour des gouvernements d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne. Nous aurons également le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bob Jensen, qui jouit de 4 décennies d'expérience en tant que responsable au gouvernement américain. Il a occupé dernièrement le poste de secrétaire d'État adjoint aux affaires publiques au département américain de la sécurité intérieure. Monsieur Johnson est conseiller principal auprès de la Banque mondiale. Il a travaillé sur des projets de gestion des risques des catastrophes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Le département d'État américain a envoyé Bob pour partager son expertise en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Kenya et dans d'autres pays encore. Et comme à l'accoutumée parmi nous sur le plateau, le chroniqueur de l'émission Chris Lapetina, qui est le fondateur de Focus Consulting. Bienvenue messieurs, mais avant d'entamer notre discussion, je vous propose d'écouter quelques témoignages de citoyens américains à propos des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale organisées à Marrakech. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ma famille est du Nigeria, donc je suis de près les questions africaines. Et je sais que l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Tout ce qui se passe en matière de technologie et de finances nous montre que l'Afrique est le moteur de la croissance mondiale. Je suis vraiment heureuse que le Maroc abrite les assemblées annuelles 2023 du FMI et de la Banque mondiale. Les assemblées annuelles 2023 ont constitué l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et des pays du Sud. J'espère qu'une politique juste pour l'Afrique verra le jour, car les pays africains vivaient de réels problèmes économiques. Le Sénégal et les pays africains francophones ont beaucoup souffert avec la France. De ce fait, les relations doivent être plus justes avec les pays les plus pauvres de l'Afrique.
Oui, je crois que la tenue des assemblées annuelles du Maroc est une bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est une occasion de faire entendre la voix du continent africain. Ce qui est bon pour l'Afrique, ce sont bien sûr les dettes. Bien entendu, il s'agit d'une bonne initiative, mais ils doivent nous accorder des dettes non exorbitantes. Malheureusement, ils fixent des conditions pour cela. Je viens d'Ouganda. Ils ont suspendu le remboursement des dettes pour des raisons juridiques. Mais ils doivent respecter notre culture. Nous en avons assez des prêts injustes. Ils ne nous aident pas parce que nous devons payer des intérêts qui nous fragilisent. Donc, nous ne faisons aucun progrès. Des points de vue intéressants collectés dans les rues de Washington, D.C. Commençons par Bob Jensen. Alors Bob, le Royaume du Maroc vient d'accueillir les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Est-ce le signe d'un intérêt grandissant à l'égard du Sud global? Absolument. En accueillant ces assemblées annuelles à Marrakech, les questions du Sud global et de l'Afrique en particulier ont été au premier plan. Des milliers de participants sont venus à ces assemblées à vue d'entendre directement les représentants et les dirigeants de toute l'Afrique. D'ailleurs, 26 des sessions ont été axées sur l'Afrique et bien d'autres sur d'autres régions du Sud, notamment l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, l'Inde et les Caraïbes. Les sujets abordés ont traité des problèmes auxquels les pays du Sud sont confrontés aujourd'hui, des sujets tels que la jeunesse, le genre, la sécurité alimentaire, le stress hydrique, la transformation numérique et la conception de communautés résilientes. Merci Bob. Je me tourne à présent vers Ilan Berman. Ilan, le Maroc subit toujours les conséquences du tremblement de terre. Alors pensez-vous que la tenue de ces assemblées annuelles à Marrakech traduit un soutien aux efforts de développement du Maroc à travers le continent africain? Well, look, there's two things here. One is the sort of African issues generally, and it's very clearly the case that Écoutez, il y a deux points ici. Le premier concerne le genre de problème africain en général. Il est très clair que la Banque mondiale et le FMI considèrent le Maroc comme une liaison avec le continent africain. En fait, les réunions de Marrakech sont une véritable opportunité pour le Maroc après l'impact dévastateur du séisme d'Al Hawza. Je crois que la Banque mondiale mettra en avant l'aide dont l'Afrique a non seulement besoin, mais aussi celle dont le Maroc lui-même a besoin pour se remettre au séisme et surmonter la crise. De ce fait, je vois cela comme une double opportunité. Les réunions de Marrakech ont permis au Maroc d'y jouer un rôle de leader en Afrique, tout en expliquant au FMI et à la Banque mondiale comment traiter les problèmes du continent africain. Donc, il s'agit également d'un scénario positif pour le Royaume du Maroc, qui reste présent sur la scène internationale et sous les yeux des diplomates du monde entier. Merci Ilan. Nous nous tournons à présent vers le docteur Aboubakar Abisoro. Docteur, vous avez passé de nombreuses années au sein de la Banque mondiale. À ce propos, vous avez assisté à bon nombre de ces assemblées annuelles qui ont lieu partout dans le monde. Alors, quelles sont les priorités du FMI et de la Banque mondiale au terme de ces assemblées annuelles à Marrakech? Et qu'en pensez-vous? Well, thank you for inviting me today. It's a pleasure to be with you. The annual meetings of the World Bank and the IMF is an event. Bon, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Selon l'usage établi par la tenue des assemblées annuelles, le comité du développement se réunit 2 années de suite à Washington et pour refléter la dimension internationale des deux institutions dans un pays membre différent. La 3e année, en fait, la réunion inaugurale des conseils des gouverneurs s'est tenue en mars 1946 à Savannah, dans l'État de Géorgie, et les premières assemblées annuelles cette même année à Washington. De même, il faut savoir que les réunions de Marrakech marquent ainsi le retour de ces assemblées annuelles en Afrique après leur tenue pour la première fois au Kenya, à Nairobi, en 1973. De plus, ces réunions annuelles ont eu lieu en 2003 à Dubaï, au
aux Émirats arabes unis comme premier pays arabe hôte de ces assemblées. Il s'agit d'un événement qui rassemble des banquiers centraux, des ministres des Finances, des dirigeants d'entreprises privées du monde entier, la société civile, les médias et le monde universitaire pour discuter des questions économiques mondiales, de la stabilité financière, de la réduction de la pauvreté, de la viabilité de la dette, de la création d'emplois et du changement climatique. C'est vraiment un honneur que le Maroc accueille ces assemblées annuelles. Cela devait avoir lieu en 2020, mais en raison de la pandémie du coronavirus, cela a été reporté à 2023. Le Maroc a bien mérité ce privilège d'accueillir ces réunions. Moi, personnellement, j'ai travaillé environ 30 ans à la Banque mondiale et j'étais présent lors de plusieurs assemblées à Washington, D.C. Donc le fait de voir cela se produire à Marrakech, ma ville natale et la ville où je suis né et j'ai grandi, est vraiment nostalgique. Merci, Dr Aboubakr. Je me tourne vers Ilan Berman. Vous connaissez le Maroc et vous connaissez l'importance accordée par le roi Mohamed VI au développement des infrastructures du royaume. Alors, pensez-vous que l'approche de la planification urbaine et économique demeure la principale raison du choix du Maroc pour accueillir ces assemblées annuelles à Marrakech ? Certainement, comme vous le savez, les pays du Sud ne sont pas sur un même pied d'égalité. Il y a des pays qui aspirent à un rôle international avant-gardiste. Il y a également d'autres pays qui aspirent au leadership mondial. De plus, il y a des pays qui ont des économies faibles, d'autres des économies fortes. En fait, le Maroc avait adopté au cours des dernières années une approche de développement plus juste et décentralisée. Des efforts colossaux ont été déployés à travers toutes les régions du royaume. Je pense que le Maroc se distingue dans la région MENA. D'ailleurs, je suis heureux que la communauté internationale y prête attention, car le Maroc est un modèle à suivre grâce à sa dynamique vertueuse de développement. Un modèle que le FMI et la Banque mondiale peuvent d'ailleurs montrer à d'autres pays africains pour en bénéficier. Merci, Ilan. Je vais maintenant donner la parole à Bob Jensen. Bob, vous avez longtemps été conseiller auprès de la Banque mondiale. D'une manière générale, les sujets abordés lors de ces assemblées annuelles comprennent les perspectives économiques, la stabilité financière mondiale, la croissance économique inclusive, la création d'emplois, la pauvreté et les changements climatiques et d'autres sujets encore. D'ailleurs, la plupart de ces problèmes concernent directement l'Afrique. Alors en quoi ces assemblées pourraient-elles contribuer à résoudre une part de cette vaste gamme de problèmes majeurs ? Bien entendu, tous ces problèmes auxquels l'Afrique en particulier est confrontée sont très complexes et interconnectés. Il n'existe pas de solution universelle. Il faut prendre en compte de nombreux éléments différents et normalement, chaque pays est différent de l'autre. Comme vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure, les réunions de Marrakech ont connu la tenue de 26 sessions axées sur l'Afrique et plus particulièrement sur la stabilisation économique, la gestion budgétaire, la création d'emplois et de développement des compétences. En fait, certains des projets sur lesquels j'ai travaillé concernaient l'accompagnement et l'assistance technique pour dispenser des formations afin d'aider soit les jeunes, soit les différentes parties des gouvernements. Le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation sont un domaine important que nous examinons soigneusement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'agir contre le changement climatique. Nous savons déjà que le changement climatique provoque davantage de catastrophes. Cela provoque des sécheresses et d'autres problèmes auxquels de nombreux pays d'Afrique sont confrontés. Il ne s'agit donc pas seulement d'y répondre, mais aussi de savoir comment atténuer le changement climatique et comment s'y adapter, ce dont je parlerai un peu plus tard. En ce qui concerne le développement des infrastructures, il faut savoir que l'Afrique demeure la deuxième région au monde à la croissance la plus rapide. Vous aurez besoin donc d'un développement des infrastructures bien planifié. Une grande partie de ce qui peut être fait sera la recherche et le partage des connaissances. Les réunions de Marrakech ont rassemblé certaines des plus hautes personnalités du monde entier, y compris les représentants de plusieurs pays africains, ce qui permet de se rencontrer et de créer des réseaux pour commencer à se connecter et à partager des informations. D'ailleurs, un bon nombre de projets que j'ai collaboré avec la Banque mondiale tournaient autour de ce partage de connaissances. Revenons au docteur Aboubakr. On a pu constater que le tremblement de terre meurtrier survenu récemment au Maroc n'a pas empêché la tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Le Maroc a respecté son agenda international.
Comment interprétez-vous une telle décision? Last September 8, 2023, the Hawz region in Morocco. Le 8 septembre 2023, un séisme de magnitude de 7 sur l'échelle de Richter s'est produit au Maroc, à 70 km au sud-ouest de Marrakech. C'était le plus dévastateur tremblement de terre enregistré par des stations sismiques de l'histoire du pays. De même, c'était une opportunité que nous avons vue de près, un élan de solidarité citoyenne inédit. Les Marocains ont organisé rapidement des opérations de solidarité avec les zones les plus touchées. La priorité était d'identifier les besoins de première nécessité et de penser à la logistique. D'autant plus, le Maroc a annoncé l'allocation de 120 milliards de dirhams sur les 5 prochaines années pour parvenir à se relever des répercussions du séisme qui a secoué le pays. Marrakech was also impacted by the earthquake, but to a lesser extent. The leadership of the World Bank and the IMF. Je tiens également à souligner qu'à la veille de la tenue des assemblées annuelles des deux institutions internationales du 9 au 15 octobre à Marrakech, le Maroc a clarifié que la ville de Marrakech est prête à accueillir dans les meilleures conditions ce grand événement international. De ce fait, la tenue des assemblées Banque mondiale FMI à Marrakech témoigne de la forte résilience du Maroc. A win for Morocco and support by the international community to proceed with these meetings. Merci docteur. Je me tourne maintenant vers notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, si vous jetez un coup d'œil sur l'ordre du jour des réunions de Marrakech, on voit que l'accent est mis fortement, comme Bob l'a mentionné, sur le renforcement des capacités de financement des économies en vue de stimuler la croissance sur le continent africain et au-delà. De nos jours, le Maroc ne cesse d'investir en Afrique pour atteindre cet objectif. Alors comment les réunions de Marrakech ont-elles traité cette vision marocaine? Let's talk about some of the lessons that maybe Africa could learn from Morocco now. I mean, think about Morocco and its success. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer quelques leçons que l'Afrique pourrait peut-être tirer du Maroc. Je veux dire le modèle de la réussite du Maroc à tous les niveaux dont je cite. Le Maroc est une puissance régionale qui jouit de la stabilité politique et d'un potentiel de croissance important. Le Maroc se dote d'une économie plus compétitive. Le Maroc trace sa route grâce à ses infrastructures de haut niveau. En fait, il y a un point assez important que je voudrais évoquer, celui de la corruption. Il s'agit d'un phénomène qui freine de nombreux pays africains. Et comme nous le savons, le Royaume s'est activement attaqué à la corruption et dispose de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. D'autant plus, l'investissement au Maroc constitue un pari gagnant pour les acteurs économiques internationaux. Je me tourne maintenant vers le docteur Aboubakr. Compte tenu de l'approche du Maroc à l'égard de l'Afrique, une approche basée sur la primauté des intérêts mutuels, le Royaume est devenu une nation importante sur le continent, qui plus est en accueillant ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Alors, le Maroc peut-il en tirer avantage en Afrique? Bon, le Maroc joue un rôle majeur au niveau des affaires économiques en Afrique. Le Royaume est la 5e puissance économique d'Afrique en termes de PIB et la plus compétitive d'Afrique du Nord. Le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le 2e investisseur en Afrique dans son ensemble. En effet, le Maroc se positionne comme une plateforme et une porte d'entrée pour toutes les entreprises du monde désireuses de faire des affaires en Afrique. De plus, la présence du Maroc en Afrique se manifeste sous de nombreux aspects et dans de nombreux domaines. Les télécommunications dans plus de 12 pays, le secteur bancaire dans plus de la moitié des pays africains. Le Maroc est devenu, depuis plusieurs décennies, le premier exportateur de phosphate brut ou valorisé en acide et en engrais, et le groupe OCP possède de nombreuses filiales en Afrique. La Royal Air Maroc est présente dans plus de 32 pays africains. Ainsi, les réunions de Marrakech ont placé le Maroc dans une meilleure position en tant que grand portail sur le continent africain grâce à ces énormes opportunités d'investissement.
Dr Aboubak, compte tenu de votre expertise en matière de développement humain au cours des nombreuses années de travail au sein de la Banque mondiale et au-delà d'ailleurs, quels sont selon vous les défis urgents auxquels la Banque mondiale et le FMI sont actuellement confrontés à l'échelle mondiale? Écoutez, il y a des problèmes très urgents auxquels la Banque mondiale et le FMI doivent faire face, surtout l'année en cours. Tout d'abord, la reprise économique est nécessaire alors que certains pays sont encore très touchés par les effets dévastateurs de la pandémie sur leur économie. Il y a également le problème de la viabilité de la dette. De nombreux pays sont incapables de rembourser leurs dettes et la Banque mondiale et le FMI doivent trouver des solutions pour y remédier. Il existe des inégalités de revenus partout dans le monde et dans de nombreux pays en développement, un problème auquel la Banque mondiale et le FMI doivent s'attaquer. Il y a le commerce mondial et le protectionnisme qui ont un impact sur la croissance mondiale. Il y a également des défis géographiques, la gouvernance mondiale et la corruption. Il faut s'y attaquer, sans oublier le défi de la protection sociale. D'ailleurs, certains pays sont incapables d'aider leurs citoyens qui ont le plus besoin. La Banque mondiale et le FMI doivent trouver la solution. Enfin, le développement du capital humain nécessite un certain investissement dans la nutrition, les services de santé, une éducation de qualité, l'acquisition de compétences et l'accès aux emplois. Avant de continuer notre discussion, nous allons maintenant voir un reportage sur ce sujet de notre correspondante Jihan Mansour. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont eu lieu à Marrakech. La présence de ces deux institutions économiques sur le continent africain confirme l'intérêt du monde envers les capacités de ce continent et la nécessité d'aborder collectivement tous les problèmes dont souffre l'Afrique. Allons-y à Marrakech. Allons-y à Marrakech. Le Maroc, qui a eu l'honneur d'accueillir ces assemblées annuelles, est un pays pionnier grâce à la vision royale qui place les intérêts de l'Afrique et des Africains au centre des préoccupations à travers un partenariat Maroc-Afrique, un partenariat multiforme et mutuellement bénéfique dans le cadre des relations et d'un partenariat gagnant-gagnant. Notre politique continentale est magistralement illustrée à travers plus de 50 déplacements effectués au cours de notre règne dans plus de 29 pays, dont 14 ont été visités depuis octobre dernier. Elle s'articule également autour de la promotion des intérêts communs par la mise en place de partenariats solidaires gagnant-gagnant. Si l'objectif de ces assemblées annuelles est d'inciter toutes les économies mondiales à adopter la stratégie d'un monde vert et sans pollution, alors le véritable parrain de cette tendance est aussi le Maroc, qui a accordé la plus grande attention à la préservation de l'environnement. Quelques semaines seulement après le séisme d'El Haouz, le Maroc a prouvé au monde sa capacité à faire face aux difficultés, à respecter ses obligations internationales et à rassembler le monde pour lutter contre la pauvreté et la famine, promouvoir le développement humain et encourager les investissements pour développer la croissance économique. La ville de Marrakech a donc abrité les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cet événement de haute importance a marqué le retour de ces assemblées annuelles en Afrique après leur tenue pour la première fois à Nairobi en 1973. Jihan Mansour, devant les sièges de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Medi 1 TV, Washington. Bob, la crise des dettes en Afrique constitue un défi majeur. Ce sujet a été discuté lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Alors, que pourraient faire les deux institutions pour atténuer la crise de la dette, crise qui paralyse tant d'économies en Afrique et au-delà d'ailleurs?
is a really large concern, not just for those governments, but for both the World Bank and the IMF. Oui, en effet, cette crise de la dette, en particulier en Afrique, est une très grande préoccupation, non seulement pour les gouvernements africains, mais aussi pour la Banque mondiale et le FMI. Certaines des choses que les deux institutions pourraient faire sont notamment la restructuration et l'allègement de la dette. Elles peuvent aider ces pays africains à améliorer la transparence quant à leur dette. Souvent, on ne sait pas exactement quel est le montant de leur dette. Alors, le défi, c'est d'abord veiller à la formation des dirigeants à mieux gérer leur dette, puis l'encouragement des investissements productifs plutôt que pour la consommation en faisant certaines réformes économiques. Enfin, il y a beaucoup d'autres initiatives que les deux institutions pourraient faire et je sais que les assemblées annuelles ont traité davantage ces points à Marrakech, mais l'une des activités auxquelles j'ai participé au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde était la coordination avec les partenaires de développement. Il s'agit d'une très bonne approche. À cet égard, nous aspirons la contribution de l'ONU, d'organisations de développement de différents pays comme l'USAID des États-Unis ou l'Agence suisse pour le développement et la coopération ou d'autres. Nous faisons d'ailleurs un très bon travail en les réunissant pour leur dire comment nous pouvons collaborer ensemble pour nous assurer que nos efforts sont coordonnés et ne sont pas simplement dispersés. That our efforts are collaborative and coordinated and not just kind of thrown out there. And so those are some of the things that I'm sure that they're going to be hearing and talking about. Chris Lapetina, la crise de la dette est un problème. Comment cette question a-t-elle été abordée lors des assemblées annuelles? Écoutez, alors que nous sommes ici à Washington, je pense que nous devrions être optimistes et croire que les deux partis, démocrates et républicains, comprennent qu'il s'agit d'une question importante pour les États-Unis. Cela devrait être atténué. Il s'agit d'un bon investissement pour tous les pays soucieux de la paix et de la prospérité en Afrique et dans d'autres pays du Sud global. En fait, les États-Unis sont très préoccupés par l'influence de la Chine et de la Russie dans le monde. D'ailleurs, le président russe a promis de débloquer 90 millions de dollars pour alléger le fardeau de la dette des pays africains. Les États-Unis devraient suivre cette voie et essayer de faire davantage pour montrer que nous allons être les meilleurs en matière d'allègement de la dette. Et bien entendu, en ce qui concerne la Chine et son influence en Afrique, l'allègement de la dette doit faire partie de notre message au peuple africain. Merci beaucoup, Chris Lapetina. Nous allons maintenant faire une courte pause. Alors, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur les assemblées annuelles 2023 du FMI et de la Banque mondiale qui se sont déroulées du 9 au 15 octobre à Marrakech au Maroc. Nous abordons également le discours de l'ambassadeur Omar Hillel devant la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Dans sa déclaration au nom du Maroc à la tribune de l'ONU, M. Hillel a souligné que l'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume, est la seule et unique solution aux différends régionaux artificiels autour du Sahara marocain. Mais revenons au sujet des réunions de Marrakech. Bob Jensen, l'insécurité alimentaire est un autre défi majeur auquel l'Afrique est confrontée, en particulier du fait du changement climatique. Le stress hydrique et les prix alimentaires étouffent les pays à faible revenu et leur population. Alors, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont-ils pris des initiatives à cet égard lors des réunions de Marrakech? Again, the food crisis is a very complex one. There's not just one answer and one solution. It's going to take a multifaceted approach and not just by the World Encore une Bank fois, la and crise alimentaire est un sujet très complexe. Il n'y a pas qu'une seule solution. Cela nécessitera une approche multidimensionnelle et pas seulement de la part de la Banque mondiale et du FMI, mais de nombreuses autres institutions doivent contribuer à cet égard. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent envisager. Je suis conscient que la communauté internationale aidera l'Afrique à travers l'investissement en se penchant sur une agriculture résiliente au changement climatique et à la sécheresse. Alors, à quoi ça va ressembler exactement et comment vont-ils faire cela? La gestion intégrée des ressources en eau est un défi pour le monde entier. Nous observons que la planète se réchauffe de plus en plus. Nous constatons également une plus grande sécheresse à travers le monde. Nous assistons à de plus en plus d'incendies de forêt dans le monde. Cela provoque un changement majeur au sein des populations. Elles migrent hors des zones dans lesquelles elles ne peuvent pas garantir une certaine sécurité alimentaire. En fait, la sécurité de l'eau va entraîner des migrations de masse et d'éventuelles violences à l'avenir. Alors, il faut vraiment poser la question suivante. Comment fait-on pour éviter un tel scénario?
migration and possible violence in the future as people try and secure their access to water. A food security safety nets, we need to think about that. How do we do that? Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a soulevé un problème que la plupart des gens dans le monde n'avaient pas vraiment conscience. Le programme alimentaire mondial obtient 50% de ses céréales d'Ukraine et de la Russie, et la guerre russo-ukrainienne a suspendu cette contribution alimentaire. Cela a provoqué une perturbation majeure des marchés céréaliers dans le monde entier. Ils essaient maintenant de résoudre ce problème, mais si cette guerre continue, cela va exacerber ce problème. Encore une fois, nous parlons d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Il ne s'agit donc pas seulement de réagir au changement climatique, mais aussi de s'y adapter. Il ne faut pas oublier que nous devons continuer à renforcer les capacités des gouvernements et des communautés locales à s'adapter au changement climatique et à planifier de telles stratégies sur ce qu'ils vont faire. Enfin, le volet de la collaboration est assez important. D'ailleurs, la Banque mondiale et le FMI collaborent très étroitement avec d'autres organisations telles que le Programme alimentaire mondial et d'autres. Bob, parlons d'un autre rapprochement récent à l'échelle internationale. Il s'agit du groupe des BRICS, qui comprend entre autres pays la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, et qui tente d'introduire une alternative à la structure du financement international. Alors, les assemblées annuelles 2023 du FMI et de la Banque mondiale ont-elles pu rassurer le monde sur l'importance et la légitimité des institutions de Bretton Woods en tant que structure internationale adaptée aux défis financiers d'aujourd'hui? Sure. Well, the BRICS Bank, which is now called the New Development Bank, has been around for about 10 years. It's not new. Bien entendu, les BRICS, désormais appelés Nouvelle Banque de Développement, existent depuis environ 10 ans. Ce n'est pas un groupe récent, mais bien sûr, ils parlent aujourd'hui de la dédollarisation. La réalité est que le fait de disposer de nouvelles options et de nouvelles alternatives au financement du développement est en réalité une bonne chose. Development financing is actually a good thing, in my opinion. When you look at what's happening around the world, the World Bank and International Monetary Fund. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne sont pas les seuls acteurs sur la scène mondiale. Je veux dire, vous avez la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement de Chine, la Banque islamique. You've got the Islamic Bank. So there's many, and so having one more is, in my mind, not a bad thing. And in fact, what I think. Donc il y en a beaucoup. De ce fait, d'avoir un de plus, à mon avis, n'est pas mauvais en soi. La nouvelle banque de développement obligera toutes ces autres banques à examiner comment elles fonctionnent et à s'assurer qu'elles sont compétitives et qu'elles fournissent les meilleurs types de services et de soutien possibles au pays. Vous savez, beaucoup de pays estiment que la Banque mondiale et le FMI sont contrôlés par l'Europe occidentale et les États-Unis. D'ailleurs, il faut savoir que les sommes disponibles pour les prêts et le développement ne sont pas limitées. Cela peut augmenter. De ce fait, je pense que cela donne aux pays pauvres une seconde chance. Bob, le sujet de la dette et les préoccupations qui l'accompagnent ne concernent pas seulement l'Afrique, mais aussi tous les pays pauvres du monde. Les pays riches qui dominent le processus décisionnel dans les institutions comme la Banque mondiale et le FMI considèrent souvent ces prêts comme une forme d'assistance. Cependant, beaucoup pensent que les racines de la pauvreté remontent à l'époque coloniale, l'époque marquée par l'exploitation étrangère des ressources de ces pays pauvres. Qu'en pensez-vous? Sure, you know, there's absolute truth in the notion that the colonial past and some. Comme vous le savez, il y a une vérité absolue dans l'idée selon laquelle le passé colonial et l'exploitation des ressources qui a eu lieu sont la raison de ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne devons pas oublier qu'il y a une responsabilité de ces pays. La responsabilité est normalement au niveau de la gestion budgétaire, la lutte contre la corruption et aussi la responsabilité au niveau des clauses signées avec la Chine lors de la demande des dettes. Ils ne peuvent pas rembourser certaines dettes car la Chine domine l'intégralité du projet sur le continent africain. And China, some of their loans, if they can't repay them, then they take over whatever the project is. I'm not sure that's, you know. Enfin, en regardant l'ensemble de la question des ressources, je pense que la Chine et la Russie ont tous les deux fait preuve de beaucoup de fermeté en Afrique et dans le monde entier en identifiant et en s'appropriant les ressources clés au chantier les 30 prochaines années. C'est une chose sur laquelle les États-Unis ainsi que d'autres pays doivent se pencher, en particulier les pays d'Afrique. Ces derniers doivent bien saisir quel impact cela aura-t-il sur leurs économies au cours des 30 prochaines années. Chris Lapetina, devrions-nous arrêter
de manipuler l'histoire, certains dirigeants africains ont déclaré que le fait de soutenir les pays pauvres équivalait à honorer une ancienne dette des pays riches. Est-ce qu'ils ont raison, à votre avis? Yeah, again, I think Bob made a very good case why debt relief is important. It's an important investment for not just the United States, but all. Ah oui, je pense que Bob a très bien expliqué pourquoi l'allègement de la dette est assez important. Il s'agit d'un investissement important non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour tous nos alliés intéressés par la paix et la prospérité à travers le monde. La dette pose des problèmes qui ne sont plus seulement humanitaires. Cela crée une voie vers le terrorisme en affamant les gens. Il s'agit d'un véritable problème pour les États-Unis et nos alliés. En outre, je pense que les États-Unis envisagent que notre meilleur marché aujourd'hui est certainement l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est exactement l'espace dont nous voulons vendre les produits américains et faire du commerce avec eux. Nous devons donc développer ces marchés afin de pouvoir commercer avec eux. Cela inclut en quelque sorte une évaluation du fait que nous avons fait face à certains défis dans le passé et que nous devons trouver d'autres solutions. Eh oui, car l'instabilité ouvre la voie vers le terrorisme. Bien évidemment, il s'agit d'un problème majeur, un problème permanent pour les États-Unis et tous nos alliés. Merci Bob. Alors, concernant la tenue des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Marrakech, le journal électronique Modern Diplomacy a publié un article soulignant les efforts du Maroc pour remplir ses obligations internationales malgré les répercussions du séisme d'Al Haouz qui a secoué le pays il y a quelques semaines. Je vous en propose un extrait. Sous le titre « Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, une mesure de développement et de résilience du Maroc ». Le journal électronique Modern Diplomacy a publié un article de Christian Naylor. L'auteur a commencé son article en disant ceci. Malgré la tragédie à laquelle il a été confronté, le Maroc a montré au monde sa détermination face aux difficultés en accueillant les assemblées annuelles 2023 du FMI et de la Banque mondiale du 9 au 15 octobre à Marrakech. L'auteur a ensuite passé en revue les questions les plus importantes à débattre, y compris les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière mondiale, l'éradication de la pauvreté, la croissance économique, la création d'opportunités d'emploi et le changement climatique. L'auteur est ensuite revenu pour souligner les caractéristiques du royaume en tant que leader dans la région et sur le continent. La détermination du pays à aller de l'avant avec la tenue de ces assemblées annuelles reflète la réforme récente et de grande envergure du Maroc, ainsi que de ses engagements internationaux envers les organisations multilatérales et ses relations bilatérales. Tout cela à un moment où le pays cherche à consolider sa position de leader économique et technologique régional dans la région nord-africaine. L'auteur a ensuite souligné l'intérêt du Maroc envers les énergies propres et la préservation de l'environnement. Le Maroc se positionne également comme un pays leader dans le secteur des énergies renouvelables. Le secteur de l'énergie solaire du pays devrait représenter 20% de sa consommation totale d'énergie d'ici à la fin de l'année. Au niveau international, l'auteur ajoute que le projet énergétique commun entre le Maroc et le Royaume-Uni, Inclix Morocco UK, fournira 8 à 10 de la consommation totale d'électricité du Royaume-Uni. Des installations solaires et éoliennes d'une capacité de 10,5 seront construites, en plus d'un site de batterie d'une capacité de 20 gigawatts par heure dans la région de Gilmim Wednoun, au Maroc, et relié directement avec le Royaume-Uni via la plus longue ligne double de courant continu de haute puissance au monde, avec une capacité de 1,8 gigawatts. L'auteur conclut son article par le titre suivant « Le Maroc avance ». Malgré la difficulté d'accueillir les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le Maroc fait preuve de flexibilité, ce qui montre que le pays reste ouvert aux visiteurs et aux investisseurs. Cela indique clairement la détermination continue du Maroc à s'imposer sur la scène internationale.
Un très bon article de Modern Diplomacy. Passons maintenant à notre deuxième sujet, celui du discours de l'ambassadeur Omar Hillel devant la 78e Assemblée générale des Nations unies. Dans sa déclaration au nom du Maroc, lors du débat général de cette 78e session, M. Hillel a souligné que l'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume, est la seule et unique solution aux différends régionaux artificiels autour du Sahara marocain. Je vous propose d'écouter ces propos. Le Maroc ne cesse de soutenir les efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel Staffan de Mistura, visant à relancer le processus politique. C'est dans les tables rondes que nous parlerons du Sahara. L'Algérie est invitée, mais malheureusement, elle continue toujours à refuser d'y participer. Conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2654, nous réaffirmons que la solution finale ne sera que politique, réaliste, pratique et fondée sur un consensus, à savoir l'initiative d'autonomie. L'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume est la seule et unique solution aux différends régionaux artificiels autour du Sahara marocain. Je me tourne à nouveau vers Ilan Berman. Ilan, le Maroc insiste une nouvelle fois sur un dialogue apaisé entre toutes les parties, y compris la principale partie à ce conflit, à savoir l'Algérie. Alors, selon vous, l'Algérie répondra-t-elle aux appels de la communauté internationale et siégera-t-elle aux tables rondes, comme le réclame Stéphane de Mistura? Right. Well, I don't know if the Algerians will actually come, but I can tell you that from my perspective, what Morocco is doing, what Ambassador Hillel did most recently, but what other Moroccan officials have done as well. Bon, je ne sais pas si les Algériens vont participer réellement, mais je peux vous dire que, de mon point de vue, ce que fait le Maroc, ce que l'ambassadeur Hillel a fait récemment, mais aussi ce que d'autres responsables marocains ont fait, c'est préparer la table pour qu'il soit clair que l'Algérie doit être une partie prenante, responsable, qui doit prendre part à ce processus. L'Algérie doit faire partie d'une solution constructive. C'est précisément le bon message à envoyer, car Alger ne cesse de dire qu'il ne fait pas partie du conflit. L'Algérie dit que la situation actuelle n'est pas équitable, mais elle n'apporte pas vraiment de solution. Donc le fait d'amener toutes les parties prenantes à dialoguer, c'est exactement la bonne façon d'aborder la situation. Les Algériens ne cessent de s'opposer au discours de l'ambassadeur Hillel, car ils savent bien que la situation actuelle est celle qui leur convient le mieux. Ils se plaignent, mais ils n'y contribuent pas. Je pense qu'un changement du côté algérien devrait être une priorité absolue. Ilan, compte tenu de l'obstruction algérienne à toute solution politique et de la rupture du cessez-le-feu par le Polisario, pensez-vous que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait mettre en œuvre une solution politique du plan d'autonomie et en cela ouvrir la voie à la prospérité de la région du Maghreb et au développement de sa population? Bon, il y a deux choses ici. Il y a la proposition d'autonomie, puis il y a la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara. Le Royaume adopte un plan d'autonomie sur la souveraineté marocaine. C'est la voie dont Rabat suit depuis plusieurs années. Le contexte international a beaucoup changé parce que de plus en plus de pays, dont les États-Unis, ont affirmé la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Rabat a travaillé tranquillement au cours des 3 dernières années pour créer des faits sur le terrain, à travers les représentations diplomatiques, mais aussi l'ouverture des consulats généraux au Sahara marocain d'une manière qui affirme ce que les États-Unis ont déjà reconnu, à savoir que le Sahara est un territoire marocain souverain.
De ce fait, plusieurs pays à travers le monde ne cessent de réaffirmer leur soutien ferme à l'initiative d'autonomie et à la souveraineté du Maroc à travers l'ouverture de consulats généraux au Sahara marocain à Dakhla et à Laayoune. D'ailleurs, les organisations internationales comme les Nations Unies n'auront d'autre choix que de suivre le même chemin. I think what's going to happen over time, very naturally, as more and more countries recognize Moroccan sovereignty over the Western Sahara by setting up consulates, by diplomatically recognizing it, the international organizations like the United Nations are going to have no choice but to do so as well. Qu'en pensez-vous, Dr Aboubakr? Chaque fois que vous entendez Sa Majesté le roi Mohammed VI dans ses discours, chaque fois que vous entendez M. Nasser Bourita ou M. Omar Hilal, vous serez convaincu. Je veux dire, les autres pays et les autres nations seront convaincus de plus en plus de la marocanité du Sahara. Les ennemis de l'intégrité territoriale ne font que jouer le temps au vin. Il s'agit d'un véritable plaisir de voir de plus en plus de pays, presque chaque semaine, se ranger aux côtés du Maroc. It's a pleasure to see more and more countries, almost on a weekly basis, on a daily basis, coming to the side of Morocco. And it's about time that this problem Il est temps que ce conflit artificiel soit résolu. Nous sommes otages. L'Afrique du Nord, les pays du Maghreb arabe sont les otages de ce problème qui affecte leur développement et leur population. Il est temps que ce conflit soit résolu une fois pour toutes. Le Maroc a proposé un plan raisonnable et valable dont tout le monde est fier. A valid plan, a correct plan that everybody is proud of, and le Maroc n'acceptera aucune provocation portant atteinte à son intégrité territoriale. Il est vraiment temps que nous résolvions ce conflit. De nos jours, les pays se rassemblent. Vous pouvez voir que les États-Unis, avec leur puissance, tentent de faire des affaires avec le Canada et le Mexique. Vous pouvez voir également des pays européens essayer de se rassembler, sans oublier les BRICS qui essayent de se réunir. De ce fait, il est temps pour nous, pays du Maghreb et pays arabes, de nous retrouver pour résoudre nos maux. Merci, Dr Aboubakr. Bob, la question du Sahara dure depuis des décennies et le monde a commencé à réaliser que la seule solution était la paix. Pensez-vous que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait être responsable de la prolongation de cette situation en ne forçant pas l'Algérie à s'asseoir à la table des négociations? Well, let's be clear. The UN Security Council and international organizations certainly can play. Bon, soyons clairs. Le Conseil de sécurité de l'ONU et les organisations internationales peuvent certainement jouer un rôle facilitateur pour parvenir à une solution pacifique, mais ils ne peuvent pas imposer une solution. Je pense que, comme le docteur l'a mentionné tout à l'heure, de plus en plus, plusieurs pays reconnaissent, y compris les États-Unis, la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Plus cela pourra se produire par des canaux diplomatiques et d'autres discussions entre le Maroc et d'autres pays, plus nous nous rapprocherons d'une sorte de solution. Mais je ne vois pas l'ONU capable d'imposer une quelconque solution. Je pense qu'en fin de compte, la responsabilité incombe aux parties impliquées. Puis nous devrions considérer que nous, les États-Unis, d'autres pays et d'autres organisations, nous devrions réfléchir à la manière d'encourager plus de discussions, plus de dialogue pour ce conflit artificiel. Merci Bob. Chris Lapetina, pensez-vous que l'Algérie cherche à provoquer une guerre dans la région ou au moins une confrontation avec le Maroc? Et si c'est le cas, pourquoi? Bon, comme nos invités distingués l'ont souligné, l'Algérie n'essaie peut-être pas de déclencher une guerre, mais elle n'est pas intéressée par la paix. Ils ne prennent pas la paix au sérieux. Comme vous le savez, l'Algérie a adhéré au programme de dialogue méditerranéen de l'OTAN et dans le cadre de ce programme, l'obligation serait de dire la vérité sur la situation.
Je pense qu'il est clair pour le monde que l'Algérie a caché le fait qu'elle est derrière le front du Polisario et qu'elle le soutient avec des armes et d'autres instruments de guerre. Je pense donc que la première chose, c'est que l'Algérie souhaite la paix et d'être honnête, et peut-être qu'un plan réel pourra ensuite être élaboré à partir de là. Nous espérons que cela verra le jour. Bob, comme vous le savez, le Maroc est l'un des alliés les plus proches et les plus puissants, les plus anciens des États-Unis. Vous avez travaillé pour le compte des administrations américaines, démocrates et républicaines. Alors pensez-vous que cette administration en fait assez pour aider le Maroc à résoudre ce conflit artificiel? Kind of to reiterate your point there, Morocco is one of America's oldest friends in the Middle East and North Africa. Bon, je pense qu'il s'agit d'une très bonne question. Pour réitérer votre point de vue, le Maroc est l'un des plus anciens amis des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En fait, c'est l'un des premiers pays à avoir noué des relations diplomatiques solides avec les tout nouveaux États-Unis en 1777. Il s'agit donc d'un partenariat pérenne. He changed policy and he recognized the Saharan area as part of the sovereign nation of Morocco. En parlant de l'ancienne administration américaine de Trump, lors de ces dernières semaines, cette dernière a reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et la position du Maroc en tant qu'un allié majeur non membre de l'OTAN. De plus, l'administration Biden a réitéré la position américaine quant à la marocanité du Sahara. Gone in and explicitly changed the policy. And so why is that? One has to ask. And that's part of the reason is because when you look at domestic U.S. politics right now, I don't think this is an issue that President Biden. En effet, si nous allons examiner la politique intérieure américaine actuelle, je ne pense pas que le président Biden souhaite aborder ce dossier au cours de sa campagne électorale pour la présidence. Vous avez vu que nous avons évité ici aux États-Unis une fermeture du gouvernement fédéral américain et vous verrez que le gouvernement américain parlera du Sahara comme faisant partie intégrante du Maroc. D'ailleurs, le gouvernement américain soutient pleinement le processus onusien quant à ce sujet en vue de trouver une solution pacifique. More talks going and find a peaceful solution. So I don't think that's going to change anytime soon. Let's hope that Espérons-le. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Je tiens à remercier Bob Jensen, Dr Abou Soror et Ilan Berman. Merci également à notre chroniqueur Chris Lapetina et à notre correspondante Jihad Mansour. Un grand merci à notre équipe de production. Merci à vous également pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.